Jessie Blodgett est une jeune artiste de 19 ans lorsqu'en 2013, elle va être retrouvée inanimée dans son lit. Au premier abord, elle semblait endormie, mais rapidement, sa mère va se rendre compte qu'elle était froide et qu'il y avait des traces sur son cou et ses poignets. Une grande enquête pour savoir qui s'en était pris à Jessie va alors commencer et lorsque le coupable sera démasqué, personne ne pourra y croire. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jessie Blodgett, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui est résolue mais qui est totalement folle, donc j'espère qu'elle vous intéressera. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous et de votre santé. Les boissons énergisantes sont sans sucre, vegan et renforcées en vitamines et faibles en calories. De plus, elles contiennent des arômes et colorants naturels. Elles sont donc parfaites pour vous si vous recherchez un complément alimentaire ou si vous faites du sport. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Une autre chose qui va vous convaincre sans hésiter d'adopter Oli est leur engagement pour une planète plus propre. Un pot de Oli remplace 50 canettes. Vous prenez simplement votre shaker, vous versez de l'eau, des glaçons, une cuillère de poudre et c'est fait. Si vous êtes plutôt thé, Oli a aussi pensé à vous grâce à leur gamme de thé riche en vitamines et antioxydants. Avec tout ça, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Un pot représente 50 boissons, ce qui vous revient à 80 centimes la boisson. Et en plus de ça, grâce au code promo Phenixia5, vous profitez de 5 € de réduction sur votre première commande. Et avec le code Phenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Les boissons sont livrables partout dans le monde, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description. Et si vous êtes indécis, il y a aussi les packs découvertes. Sinon, mis à part ça, je vous rappelle que le 22 août, jour de mon anniversaire, je sors une vidéo FAQ sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me poser en commentaire toutes les questions qui vous intéressent. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2013. Jessie Blodgett est une adolescente de 19 ans vivant aux États-Unis dans l'état du Wisconsin, dans la petite ville de Hartford. Elle vivait avec sa mère Joy ainsi que son père Buck Blodgett et d'ailleurs Jessie était leur enfant unique. Pendant son adolescence, Jessie a été scolarisée dans le lycée de sa ville et avait toujours été une élève brillante. De plus, dès son jeune âge, Jessie avait eu de grandes préoccupations et était très investie dans la lutte pour les droits des animaux et la lutte contre les violences envers les femmes. D'ailleurs, toutes ces idées, elle les défendait via sa passion qui était la musique. Elle jouait du piano, du violon, elle chantait et écrivait ses textes et dansait aussi énormément. De plus, Jessie faisait beaucoup de théâtre et elle essayait également de devenir comédienne. Lorsqu'elle était au lycée, Jessie était fortement comparée à l'un de ses amis et camarades de classe qui s'appelle Daniel Bartlett, mais que tout le monde va appeler Dan. Dan avait aussi un grand talent pour la musique et principalement pour le violon. Pendant toutes leurs années lycée, les deux s'asseyaient alors toujours l'un à côté de l'autre et ils étaient vraiment vus comme un duo. Jacqueline Neat, l'une de leurs meilleures amies, dira d'ailleurs « Dan était hilarant. J'ai toujours pensé qu'il était drôle, vraiment sociable, faisant toujours des blagues. Il était aussi très intelligent, j'admirais en quelque sorte leur amitié. » Alors si jamais vous vous demandez, ils avaient même essayé de se mettre en couple à un moment donné, mais leur relation n'avait duré que 2 ou 3 mois et ils s'étaient vite rendu compte qu'ils étaient simplement amis, rien de plus. Au final, c'était Dan qui avait décidé de rompre avec Jessie, mais ça n'avait pas plus que ça entaché leur amitié. En 2012, Jessie et Dan avaient finalement été diplômés et chacun avait alors suivi un chemin bien différent. Ils ont alors passé toute une année sans se voir et pendant ce temps-là, Jessie étudiait
voyageait mais était aussi très active dans sa ville car elle faisait diverses représentations théâtrales et enseignait aussi la musique aux enfants. Au final, c'est vrai qu'elle était un peu vue comme une star locale. Un an est donc passé et pendant l'été 2013, Jessie va voir que son ami Dan était revenu en ville. Immédiatement, elle a alors repris contact avec lui et il lui a expliqué qu'en fait, il avait arrêté l'université. Après ça, Dan s'est alors trouvé un petit travail, il était resté dans la même ville que Jessie et les deux avaient donc recommencé à se voir énormément, ils passaient vraiment tout leur temps ensemble. Les parents de Jessie voyaient bien que leur fille passait beaucoup de temps avec Dan et petit à petit, ils ont même commencé à se dire que peut-être les deux allaient se remettre ensemble. En fait, lorsque Jessie et Dan se voyaient, ils collaboraient énormément dans la musique. Les deux ont même écrit et enregistré une chanson ensemble qu'ils ont publiée sur YouTube et qui d'ailleurs a reçu pas mal de visionnages. En parallèle, eh bien c'est assez chouette parce que leur carrière à tous les deux a semblé un petit peu décoller. Dan a décroché le rôle principal dans la comédie musicale Bye Bye Birdie et Jessie a elle été prise comme violoniste pour la comédie musicale dramatique Un violon sur le toit. Donc voilà, clairement tout semblait se passer extrêmement bien pour eux deux. Le week-end du 13 et 14 juillet 2013, Jessie faisait alors ses deux premières représentations officielles. La salle était comble et elle était alors très fière de sa performance. Elle a donc joué le samedi puis le dimanche et à la fin de sa performance du dimanche, eh bien tous les acteurs avaient prévu de se retrouver, de faire une petite soirée et évidemment eh bien Jessie y a participé. À cette soirée, elle paraissait très heureuse, bien qu'on apprendra tout de même qu'elle était en réalité assez mal à l'aise parce que deux acteurs qui étaient plus âgés qu'elle essayaient de flirter avec elle, mais ils la mettaient vraiment très mal à l'aise. Mais malgré tout, elle est restée à la fête presque toute la nuit et est finalement rentrée chez elle aux petites heures du lundi matin. Lorsqu'elle est arrivée chez elle, Jessie a alors vu sa mère qui venait de se réveiller et c'est là que Jessie lui a expliqué que à la fête, il y avait deux acteurs qui l'embêtaient un petit peu, qui flirtaient avec elle et ça avait quand même eu l'air de lui aller assez loin, elle était vraiment pas bien avec ça et puis finalement sa maman l'avait rassurée et Jessie était allée dans sa chambre. Par contre, lorsque Jessie est arrivée dans sa chambre, elle a sorti son journal intime et c'est là qu'elle a écrit ces quelques phrases. « Je pense que certains hommes prennent ce qui devrait être un amour platonique et le pervertissent en compétition. Je ne suis pas impuissante. Je vais reconnaître les problèmes et les affronter sans crainte. Dieu soit avec moi. » Après ça, Jessie s'est mise au lit pour commencer sa nuit et Joy, donc sa mère, a elle fait quelques tâches ménagères dans la maison avant de se rendre à son travail. Buck, le père de Jessie, était lui aussi déjà parti au travail et n'avait donc même pas vu sa fille ce matin-là. Quelques heures plus tard, à midi, Joy va rentrer du travail pour sa pause midi, elle va manger. Et à ce moment-là, elle va se dire que sa fille n'est toujours pas réveillée, qu'elle ne devrait pas se réveiller plus tard, sinon elle va avoir plus de mal à s'endormir. Donc c'est là qu'elle s'est dit qu'elle allait aller la réveiller. Joy a alors toqué quelques fois à la porte de Jessie, mais elle n'a pas répondu. Elle a ensuite toqué de plus en plus fort, elle l'a appelée, mais Jessie ne répondait pas, donc au final, elle a décidé d'entrer dans sa chambre. Lorsqu'elle est entrée, Jessie était dans son lit et semblait dormir paisiblement. Joy va alors approcher et la toucher, et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle était glacée. Elle va la secouer plusieurs fois, mais sa fille était bleue, glacée et ne répondait pas. C'est là qu'elle a alors décidé d'appeler le 911. Elle va alors avoir une réceptionniste au téléphone lui expliquer la situation et pendant tout ce temps, sa voix tremblait. Elle ne pleurait pas, mais elle était très alertée. Elle n'arrêtait pas de crier le nom de sa fille, Jessie, Jessie, mais elle ne répondait pas. Pendant son appel avec le 911, on va demander à Joy de vérifier si sa fille respirait, mais là, elle va dire que non, elle ne respirait plus. Jessie était en réalité morte depuis plusieurs heures et même si c'était assez évident, Joy n'arrivait tout simplement pas à le voir ou même à le concevoir. Toujours au téléphone avec le 911, Joy va retourner le corps de sa fille et c'est là qu'elle va s'exclamer. Son pantalon est tout mouillé. Elle a, on dirait, des marques d'étranglement. Après cet appel, la police et un médecin légiste vont alors se rendre au domicile de Joy et Buck et ils vont alors annoncer à Joy que Jessie était bel et bien décédée et que malheureusement c'était trop tard pour faire quoi que ce soit. Quelques minutes plus tard, Buck va rentrer chez lui et va se retrouver face à tous les enquêteurs qui étaient dans sa maison et c'est là qu'on va alors lui expliquer que sa fille était morte. Par rapport à ça, Buck dira plus tard à des journalistes:
Il ne voulait pas me laisser monter, donc je ne pouvais pas la voir, je ne pouvais pas la toucher, je ne pouvais pas lui dire au revoir, je ne pouvais pas lui dire que je l'aimais et je ne pouvais pas lui dire que j'étais désolée de ne pas avoir été là quand elle avait besoin de son père. Pour ce qui est des enquêteurs, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vite compris qu'ils étaient face à un acte criminel. Bien que Jessie avait été retrouvée dans son lit lorsqu'ils ont regardé son corps, ils ont clairement pu voir que quelqu'un s'en était pris à elle. Ils vont alors noter dans un premier temps qu'il y avait des marques d'étranglement évidentes sur son cou et des marques sur ses poignets qui suggéraient qu'elle aurait pu être attachée. De plus, chose assez étrange, la personne qui s'en était pris à elle, qui l'avait assassinée, eh bien, avait sans doute essayé de mettre en scène son corps. Je m'explique. Lorsque sa mère, Joy, l'a retrouvée, ses cheveux étaient mouillés et son corps était humide, comme si son assassin lui avait fait prendre une douche. Après ça, son assassin l'avait remis dans son lit, avait mis la couverture sur elle, comme si elle était toujours en train de dormir. Autre chose assez étrange, c'est que l'assassin n'avait clairement laissé aucune trace de son passage. Mis à part le corps froid de sa fille, Joy n'avait rien vu d'anormal dans sa chambre et d'ailleurs la police notera qu'il n'y avait aucune trace d'effraction dans la maison. Les enquêteurs vont alors rapidement déterminer qui pouvaient être les premiers suspects. Rappelez-vous que la veille, pendant sa soirée avec les acteurs, Jessie avait été confrontée à 2 hommes plus âgés qu'elle qui avaient essayé de flirter avec elle et malheureusement ça l'avait mis extrêmement mal à l'aise. Jessie en avait parlé à sa mère, elle en avait parlé dans son journal intime, ça lui avait été très loin, donc évidemment pour les enquêteurs, ces 2 hommes étaient potentiellement des suspects. Le lendemain, la police va alors convoquer un de ces 2 hommes, celui qui avait comme été le plus violent avec elle lors de cette soirée. Certains ont dit qu'il lui avait tiré des objets dans les jambes, enfin voilà, qu'il l'avait un peu embêté pendant la soirée. Donc c'est lui que les enquêteurs vont interroger en premier. Là, les enquêteurs étaient assez sûrs d'eux et pensaient réellement avoir trouvé l'assassin de Jessie. Mais voilà, après avoir procédé à l'interrogatoire, ils ont de nouveau été propulsés à la case départ parce que cet homme était en réalité pas du tout suspect. Il avait même beaucoup collaboré avec les enquêteurs, donc évidemment ils l'ont rayé de la liste des suspects. Mais bon, rappelez-vous qu'à la soirée, il y avait 2 hommes qui embêtaient Jessie, donc ce 2e homme va lui aussi être interpellé par la police, il va être interrogé. Mais là encore, on va se rendre compte qu'il n'était pas du tout suspect, donc lui aussi sera rayé de la liste. Par contre, et à ce moment-là, les enquêteurs de Hartford ne le savaient pas encore, mais les enquêteurs de la ville voisine de Richfield se concentraient déjà sur le suspect, mais pour une raison entièrement différente. Pour comprendre, il faut revenir au 12 juillet 2013, c'est-à-dire 3 jours avant le meurtre de Jessie. Ce matin-là, une jeune femme qui s'appelle Melissa Etzler promenait son chien dans un parc local lorsqu'elle a été plaquée par derrière par un homme armé d'un couteau. Heureusement, elle avait réussi à combattre son agresseur, mais s'en était sortie avec pas mal de blessures. Après son agression, elle avait été emmenée à l'hôpital et sur place, le shérif était venu la voir et avait alors pris sa déposition. C'est là qu'elle va expliquer qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle et quitter le parc lorsqu'elle a entendu un garçon arriver derrière elle en courant. Elle s'est alors retournée et lui a simplement dit qu'il lui avait fait peur en arrivant si vite. Clairement, elle n'avait pas l'impression que c'était un garçon dangereux, donc elle a juste discuté en disant « Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur, vous êtes arrivé vite ». Mais après ça, Melissa expliquera. Après ça, je vois un couteau dans sa main. La seconde chose que je me souvienne, c'est que je suis au sol, il est au-dessus de moi, je suis à plat ventre, je tiens le couteau, on se battait. Heureusement, Melissa a su lui prendre le couteau en serrant très fort la lame dans sa main. À cause de ça, d'ailleurs, elle a eu une coupure très profonde. Mais en tout cas, une fois qu'elle avait réussi à le désarmer, il s'est passé quelque chose de très étrange. Donc elle était toujours couchée par terre à plat ventre, son agresseur était au-dessus d'elle, il la plaquait toujours vers le sol et elle avait donc le couteau en main, son agresseur ne savait plus quoi faire et là il lui a simplement dit « Est-ce que je peux partir ?» À ça, Melissa lui a alors répondu « Eh bien, tu es celui qui est au-dessus de moi alors ?» Donc l'agresseur s'est relevé par la suite et là, il a essayé de reprendre le couteau que Melissa lui avait volé. C'est là que Melissa a décidé de garder le couteau et elle lui a dit « Non, tu vas y aller et je prends ça avec moi. » Le jeune garçon n'a pas riposté, il est simplement parti en courant et a rejoint sa voiture et Melissa, de son côté, a été jusqu'à l'hôpital. Je trouve cette scène totalement folle, rien n'a de sens, c'est très bizarre comme réaction, on dirait presque une scène de comédie en fait quand on y pense, mais je pense que ça traduit assez bien le fait que son agresseur était jeune, il n'avait sans doute jamais fait ça de sa vie et il avait
un côté très enfantin aussi. En tout cas, le fait que Melissa ait gardé le couteau est une très bonne nouvelle parce que par la suite, elle a pu le donner aux enquêteurs. De plus, elle va aussi être en mesure de décrire parfaitement le garçon qui l'avait agressé. Elle dira qu'il s'agissait d'un homme de race blanche, âgé entre 18 et 20 ans, mesurant 1,90 m et pesant à peu près 95 kg. Il avait la peau très claire et les cheveux blonds et portait un short à carreaux. Elle a aussi dit qu'il conduisait une voiture monospace bleu foncé, un modèle assez ancien. Melissa a en fait réussi à donner énormément de détails, ce qui a énormément aidé les enquêteurs, et quelques jours plus tard, un croquis du suspect a pu être publié dans tous les médias du comté. Mais bon, malheureusement, malgré la grande quantité de détails, la police n'a reçu aucun témoignage, personne ne semblait avoir reconnu ce garçon. Là, les enquêteurs vont alors décider de publier une description de la voiture du suspect. D'ailleurs, grâce à Melissa, ils seront même en mesure de dire où est-ce qu'elle était garée exactement le jour de l'agression. Et cette fois-ci, ça va marcher. En fait, le même jour, un agent de police qui avait donc lu cette description a vu la voiture du suspect garée dans le parc au même endroit où elle était donc garée le jour de l'agression. Il a donc relevé la plaque d'immatriculation et là, les enquêteurs ont pu savoir à qui appartenait ce véhicule. Lorsqu'ils ont vu la photo du propriétaire, ils se sont dit qu'il ne correspondait pas du tout à la description faite par Melissa. C'était une personne plus âgée, il n'était pas du tout jeune, ça n'allait pas du tout. Par contre, ils se sont dit que cette personne avait sans doute des enfants et peut-être que l'un de ses enfants avait emprunté sa voiture. Cet homme avait alors bel et bien un fils et lorsque les enquêteurs vont voir sa photo, ils vont se rendre compte qu'il correspondait parfaitement à la description faite par Melissa. Le même jour, Jessie Blodgett a alors été retrouvée morte dans son lit. Pour en revenir un petit peu à son histoire, après le lendemain de la découverte de son corps, ses parents ont organisé une petite réunion à leur maison pour que les proches de Jessie se réunissent et partagent de bons souvenirs qu'ils avaient avec elle. À cette réunion, il y avait de la famille de Jessie, des amis, et dans ces amis, il y avait Dan, son meilleur ami. À cette réunion, Dan a énormément parlé. Il a raconté énormément de souvenirs et n'a pas arrêté de dire à quel point Jessie était une personne formidable. Mais voilà, pendant qu'il parlait, il va recevoir un appel téléphonique. Il va alors répondre et va paraître très surpris d'être en fait contacté par des enquêteurs de la police qui le convoquaient au poste pour un interrogatoire. Il va alors répondre qu'il était en ce moment à une petite réunion en l'honneur de Jessie, mais qu'il viendrait au poste dès qu'il le pourrait. L'enquêteur qui avait téléphoné ce jour-là à Dan va d'ailleurs parler un peu plus tard aux journalistes et il dira « Ce qui a suscité le plus d'intérêt lorsque j'ai raccroché au téléphone, j'ai regardé le détective Walsh et j'ai dit « Il ne m'a même jamais demandé de quoi il s'agissait. Combien de personnes sont appelées par un détective invitées à se rencontrer et elles ne disent pas « Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je besoin de vous rencontrer ?» Il ne l'a jamais dit. En tout cas, après l'appel, du côté de Dan, il va retourner près de la famille de Jessie et là, il va leur dire « Tiens, j'ai été contacté par la police, c'est un peu bizarre » et évidemment, il avait l'air inquiet. À ce moment-là, Joy, la mère de Jessie, va le rassurer et va simplement lui dire que ça devait sans doute être une formalité et que les enquêteurs devaient simplement interroger tous les amis de Jessie pour faire leur enquête. Mais là, ce que Joy ne savait pas, c'est que Dan n'était en réalité pas appelé dans le cadre de l'enquête pour le meurtre de Jessie, mais parce qu'il avait été reconnu par Melissa Etzler comme étant le jeune garçon qu'il avait agressé au couteau 4 jours plus tard dans le parc. Plus tard dans la journée, Dan va alors se rendre au commissariat et va se faire interroger par des enquêteurs. Alors, dans un premier temps, il va dire ne pas savoir pourquoi il était interrogé. Donc là, les enquêteurs vont lui expliquer qu'il était le suspect principal dans l'agression de Melissa Etzler et là, ils vont lui demander quel était son alibi. Dan va alors expliquer que le vendredi dernier, il se trouvait chez les parents de son amie Jessie et passait du temps avec elle. Les enquêteurs vont alors lui demander si Jessie était la fille qui venait de se faire assassiner et là, Dan va avoir une réponse très étrange. Il dira « Oui, je pense que quelqu'un l'a violée et assassinée ». Donc ça, c'était une réponse extrêmement étrange, ça a été très froid. Les enquêteurs ne savaient pas pourquoi est-ce qu'il avait répondu ça, mais bon, ils ne l'interrogeaient pas dans le cadre de cette enquête-là, donc
Ils se sont dit, on pensera à ça plus tard, on va continuer sur l'interrogatoire pour l'agression au parc. Donc les enquêteurs vont redemander à Dan s'il se trouvait au parc le vendredi et sa réponse sera toujours non. Par contre, l'enquêteur qui l'interrogeait va remarquer que Dan avait une blessure sur son bras. Dan va alors faire mine de ne pas avoir remarqué et il dira qu'il était probablement tombé. Mais bon, l'enquêteur était quand même assez perturbé et il va demander à Dan de lui montrer ses mains. Dan va les montrer. Et clairement, là, on va voir qu'il avait des blessures très profondes. Évidemment, face à ces blessures, Dan va devoir donner une explication et il va expliquer qu'il s'était en fait poignardé avec une vis au travail. Évidemment, ça pourrait être plausible, mais là, les enquêteurs vont lui révéler qu'il savait qu'en réalité, il ne travaillait pas. En fait, en réalité, Dan n'avait plus de travail et chaque matin, depuis quelques semaines déjà, il montait dans sa camionnette et faisait mine d'aller travailler, mais passait en fait toute la journée à traîner dans la ville. La raison était que, en partant de l'université, il avait dû se trouver un petit travail, en plus de continuer dans le milieu artistique, et il s'était fait virer de ce travail, il n'avait pas osé le dire à sa famille. Donc là, les enquêteurs savaient très bien que Dan ne travaillait plus et il disait qu'il s'était fait mal à la main avec une vis. Donc clairement, les enquêteurs lui ont dit « ce n'est pas possible, dis-nous la vérité ». Donc là, Dan va changer d'histoire et il va dire qu'il s'était finalement blessé à la main avec un couteau pendant qu'il cuisinait. Là aussi, ça pourrait paraître plausible, mais les enquêteurs vont lui dire « ça n'a aucun sens, si tu t'étais vraiment coupé en cuisinant, pourquoi est-ce que avant ça, tu nous aurais inventé une histoire de vis ? Dis-nous la vérité ». Donc là, Dan va se retrouver face à un mur et va tout simplement avouer que oui, c'était bien lui qui avait agressé Melissa dans le parc. Les agents de police vont alors lui demander pourquoi est-ce qu'il avait fait ça et Dan va simplement répondre que c'est parce qu'il avait eu envie de faire peur à quelqu'un. Dan va alors se confier et expliquer que depuis qu'il avait arrêté l'université, il était totalement perdu dans sa vie, il ne savait pas quoi faire, il avait peur. Il dira beaucoup de fois qu'il avait très peur et que c'était justement ça qui l'avait poussé à agresser Melissa, c'était ce besoin de savoir que d'autres personnes aussi avaient peur. En tout cas, après ça, eh bien, la police dira qu'ils avaient bel et bien trouvé le coupable dans l'affaire de l'agression de Melissa. Pour être sûr, son sang sera également comparé à celui retrouvé sur le couteau que Melissa avait soigneusement gardé et évidemment, il correspondait totalement. Donc avec tout ça, Dan a évidemment été arrêté par la police. Mais à présent qu'il était en détention, les enquêteurs se sont posé de nouvelles questions et se sont demandé si Dan pouvait être lui aussi responsable du meurtre de sa meilleure amie Jessie. Rappelons-nous alors que lors de son précédent interrogatoire, Dan avait dit que selon lui, Jessie avait été violée puis assassinée. Eh bien, entre-temps, les résultats de l'autopsie de Jessie étaient tombés et effectivement, il sera démontré qu'elle avait été violée, chose que personne ne savait au moment du premier interrogatoire de Dan. Personne, sauf peut-être son assassin. Les enquêteurs vont alors perquisitionner son ordinateur et ils vont le fouiller à la recherche d'indices. Et là, ils vont clairement trouver ce qu'ils recherchaient. Dans son historique, les enquêteurs vont constater que Dan avait fait pas mal de recherches sur des tueurs en série, mais ce n'est pas tout. Ils vont aussi retrouver pas mal de films à caractère pornographique très sombres. Dans ces films, on y voyait alors des hommes avoir des relations sexuelles très violentes avec des femmes. Parfois dans ces films, eh bien, on en venait même à mettre en scène la mort de la femme. Mais une chose vraiment étrange, c'est que les enquêteurs vont relever que l'un de ces films proposait le même scénario que ce qui est malheureusement réellement arrivé à Jessie. Dans ce film en particulier, on y voyait un homme avoir une relation sexuelle avec une jeune femme et puis l'étrangler jusqu'à ce qu'elle décède. Après ça, il lui donnait un bain, ses cheveux étaient mouillés, il la rhabillait mais elle était encore trempée et puis il la remettait dans son lit comme si elle dormait. C'est donc exactement ce qui est arrivé à Jessie et ce film proposant le même scénario a été téléchargé par Dan quelques jours avant l'assassinat. Il va alors de nouveau être interrogé et cette fois Dan va être catégorique sur le fait qu'il n'a pas fait de mal à Jessie, mais aussi cette fois il prendra beaucoup plus de pincettes pour répondre aux questions des enquêteurs.
Par contre, à un moment, il va dire qu'il avait une confession à faire, que ce n'était rien de grave, mais que sans doute les enquêteurs seraient contents de le savoir. Il expliquera que la semaine précédant le meurtre, il s'était rendu chez Jessie et qu'à un moment donné, ils avaient commencé à s'embrasser sur le canapé. Ils étaient ensuite montés ensemble dans la chambre et puis avaient eu une relation sexuelle. Dan expliquera alors que depuis ce jour-là, les deux avaient entretenu une relation amoureuse secrète. Pourquoi secrète? Parce que Dan avait en réalité déjà une petite amie. Il faut savoir que pendant tout ce récit que Dan faisait aux enquêteurs, il pleurait énormément, mais les enquêteurs vont trouver ça très étrange. En fait, Dan pleurait, mais il n'y avait aucune larme, donc il était comme recroquevillé sur lui-même, il grimaçait, mais il n'y avait pas d'eau qui sortait de ses yeux. C'était comme s'il essayait de se faire pleurer, mais qu'il n'y arrivait pas. Donc là, les enquêteurs sont restés évidemment extrêmement méfiants et ont alors demandé à Dan quel était son alibi pour le lundi matin, donc le moment où Jessie a été assassinée. Il a alors expliqué que cette matinée-là, il conduisait dans sa ville avec sa camionnette, vu qu'il faisait croire à ses parents qu'il était au travail, et il dira qu'à partir de 10h du matin, il avait traîné dans le Woodlawn Park et qu'il lisait et essayait d'écrire. D'accord, ça pourrait être un alibi, donc là les enquêteurs vont lui demander son cahier où il avait justement écrit ce jour-là. Là, les enquêteurs vont dire que Dan écrivait en fait une fiction, une série en fait, et cette série racontait l'histoire d'un personnage féminin qui allait finir par se faire assassiner. D'ailleurs, le nom du personnage s'appelait Jessica. Par contre, Dan dira que son personnage n'avait aucun lien avec son amie Jessie qui venait justement de se faire assassiner. À partir de là, les enquêteurs vont alors se dire intérieurement « c'est bon, on tient ». Mais là, Dan va le sentir lui aussi et il va totalement se fermer. Il va alors refuser de répondre à toutes les autres questions et va même finir par demander un avocat. Du côté des parents de Jessie, ils étaient persuadés que les enquêteurs faisaient fausse route. Ils avaient passé énormément de temps avec Dan après la mort de leur fille. Ils s'étaient vraiment fort soutenus ensemble. Ils avaient partagé plein de souvenirs avec Jessie. Ils s'étaient soutenus. Vraiment, Dan était devenu un pilier pour eux. Donc le fait que la police le suspectait, ils se sont dit c'est une solution de facilité. C'est pas lui, c'est juste que les enquêteurs ne savent pas où chercher. Mais bon, les enquêteurs ne vont pas se laisser démonter et ils vont tout faire pour essayer de prouver que Dan était bel et bien l'assassin de Jessie et vont redoubler d'efforts pour essayer de trouver de grosses preuves contre lui. Ils vont alors fouiller les images des caméras de surveillance pour essayer de voir si Dan se trouvait bel et bien dans le Woodlawn Park le lundi matin. Effectivement, ils vont bel et bien le voir arriver au parc le lundi, s'asseoir et écrire. Mais aussi sur les caméras, ils vont le voir en train de marcher avec une boîte de céréales, se diriger vers une poubelle et jeter cette boîte à la poubelle. Évidemment, les enquêteurs se sont dit que ce qu'il avait jeté à ce moment-là devait sans doute être une énorme preuve contre lui. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retourné toutes les poubelles du parc pour essayer de retrouver cette boîte de céréales. Finalement, ils vont réussir à retrouver la boîte de céréales et lorsqu'ils vont l'ouvrir, ils vont avoir la confirmation que Dan était bel et bien le coupable. À l'intérieur se trouvait en fait un bâillon, des ligatures et des lingettes alcoolisées. De plus, la corde retrouvée avait des rayures qui correspondaient parfaitement aux marques retrouvées sur le cou de Jessie. Suite à ça, les enquêteurs vont alors fouiller la maison des parents de Dan et là, ils vont retrouver un autre morceau de cette même corde dans son garage. De plus, les enquêteurs retrouveront sous le lit de Dan un morceau de ruban adhésif qui était d'ailleurs semblable à celui utilisé dans l'agression de Melissa, mais également dans le meurtre de Jessie. Par la suite, évidemment, les cordes retrouvées dans la boîte de céréales vont être emmenées au laboratoire de la police et les résultats montreront que l'ADN de Dan ainsi que celui de Jessie s'y trouvaient. Un des enquêteurs dira d'ailleurs à un journaliste « Dan est un caméléon. Il est capable de se présenter au monde sous un jour très différent de ce qu'il est réellement. » À présent que les enquêteurs avaient bel et bien la confirmation que Dan était sans aucun doute coupable du meurtre, ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, vu que Jessie était réellement sa meilleure amie. Les deux avaient clairement une super entente, ils étaient en plus amants et passaient tout leur temps ensemble. Jessie était son allié dans la vie et ça paraissait donc incompréhensible qu'il ait voulu l'assassiner. Buck, le père de Jessie, dira par rapport à ça « Personnellement, je n'aime pas les étiquettes, mais je pense que c'est un sociopathe. Je pense qu'il n'a aucune empathie. Je pense qu'il est brillant et talentueux comme beaucoup de sociopathes. Ils calculent et ils apprennent à s'intégrer et à se fondre. »
Pour les enquêteurs, la principale raison pour laquelle Dan aurait tué Jessie, ce serait simplement pour satisfaire une envie malade. En fait, selon eux, s'il a choisi Jessie, ce serait simplement parce qu'elle était une cible facile, parce qu'il savait où elle se trouvait, il savait qu'elle lui faisait confiance et aussi qu'elle était seule chez elle. Elle était donc à ses yeux la parfaite victime. Finalement, le procès de Dan va arriver 1 an et demi plus tard. Bon, le procès n'a pas duré longtemps car au vu du nombre de preuves l'incriminant, il a vite été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Jessie. Après qu'il ait été reconnu coupable, Dan s'est tourné vers les parents de Jessie et leur a dit « Buck, Joy, je ne peux pas vous donner les réponses que vous cherchez. Cette combinaison que je porte, ces chaînes dans lesquelles on me met, ne me rendent pas coupable. Je ne peux prouver mon innocence à personne, pas même à moi-même. Je souffre maintenant plus que jamais auparavant. Ma conscience est claire. » Donc, même à son procès, après toutes les preuves à son encontre, Dan a continué à se dire innocent. Au final, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. D'ailleurs, juste après qu'il ait reçu sa sentence, Buck, le père de Jessie, prendra lui aussi la parole et dira « Je te pardonne comme je le fais tous les jours depuis que nous avons découvert que c'était toi. Je crois qu'il y a du bon et du mauvais en chacun de nous. Donc, je ne te diabolise pas ni te vilipende. » Un peu plus tard, le père de Jessie a décidé de créer une organisation appelée The Love is Greater Than Hate Project, donc en français, le projet L'amour est plus fort que la haine. Il s'est alors donné pour mission d'éduquer et de motiver toutes les personnes à choisir l'amour plutôt que la haine. Selon les proches de Jessie, c'est ça qu'elle aurait voulu. Elle était contre la haine et ses proches pensaient sincèrement que leur façon d'appréhender les choses devait sans doute la rendre fière là où elle est. Voilà, c'est comme ça que se termine cette très triste histoire. Je trouve que Jessie et sa famille sont des personnes plus que respectables. C'est des personnes qui ont l'air tellement débordant d'amour et qui ont l'air en même temps assez paisibles. C'est vrai que Buck, le papa de Jessie, a aussi dit souvent que, évidemment, il ne vivait pas dans un monde de bisounours, il avait beaucoup de peine, il vivait toujours avec le cœur rempli de tristesse, mais que malgré tout, eh bien, il essayait d'aller de l'avant et que c'était d'un côté surtout pour lui aussi qu'il le faisait parce que vivre dans la haine, vivre dans la rancœur, c'était pas non plus quelque chose qu'il avait envie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le petit lien si vous êtes intéressé par les boissons au lit. N'oubliez pas non plus de me poser des questions si vous en avez envie pour la FAQ. Et voilà, sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!